En 2023, en Belgique, une voiture sur 5 qui est vendue est une voiture full électrique. Ce sont des chiffres relativement importants, en forte augmentation. C'est un doublement depuis 2022. Mais derrière ces chiffres, derrière cette réalité, il y a pas mal d'enjeux. La voiture électrique est-elle par exemple élitiste? Les bornes sont-elles suffisamment accessibles à tous, aux riches, mais aussi aux pauvres? Et puis comment diminuer l'impact et l'empreinte énergétique sur les constructeurs? Eh bien, on en parle en plateau avec deux invités. Et bonsoir à toutes, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans le tram pour parler de la mobilité, de la transition au niveau de la mobilité électrique, un thème passionnant. Marie Cudon, bienvenue, merci d'être avec nous. Alors, vous êtes professeur à l'école de commerce Solvay, vous êtes président du haut comité pour une transition juste. C'est quoi le haut comité pour une transition juste? Alors c'est un comité qui a été mis en place au fédéral et qui a pour objectif d'écrire un rapport sur la transition juste, comment institutionnaliser la transition juste en Belgique et de c'est quoi la transition juste? La transition juste, c'est lorsqu'on va penser à la transition environnementale, coupler, prendre la boussole aussi de la question de la justice sociale. On voit que les chiffres des voitures électriques sont importants en Belgique, mais en fait, en réalité, quand on regarde derrière, on voit que les ventes de voitures électriques neuves aux particuliers pèsent moins de 2% du total des immatriculations. Pourquoi est-ce que les particuliers se désintéressent de la voiture électrique? Mais là, on est quand même dans une situation paradoxale, c'est-à-dire qu'en effet, quand on regarde les ventes au total, ça diminue au niveau des particuliers, mais par rapport au global, au niveau des entreprises, ça augmente. Et donc pourquoi est-ce qu'ils se désintéressent? Je pense qu'il y a la question du prix. Ouais. Aujourd'hui, ça reste quand même des voitures qui sont assez chères. Plus cher que la moyenne, plus cher que les thermiques. Alors on est à une moyenne au-dessus de 50 000 € en fait, donc c'est quand même beaucoup d'argent. Puis la disponibilité des bornes électriques, sans doute aussi, est liée à cette question du prix. C'est qu'en fait, on met beaucoup l'accent, souvent en tout cas, sur des voitures qui sont assez larges, des SUV, de la publicité, mais quand même beaucoup l'accent sur ce type de voiture. Est-ce qu'on peut dire que ce type de voiture, les voitures électriques sont élitistes? Alors c'est élitiste par rapport au prix, oui, c'est pas n'importe qui peut se permettre d'acheter ceci. Bon, c'est souvent des voitures de société, donc ça limite ça, mais il y a une vraie question sociale derrière, en sachant aussi qu'en fait aujourd'hui on a de l'ordre de 70% des personnes qui ont une voiture qui n'ont pas un garage où il y a du coup la possibilité d'avoir accès à ça. Comment pousser les particuliers justement à opter pour ce type de voiture? Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc il y a la question des primes, évidemment, comme dans beaucoup de modèles, les primes sont nécessaires comme dans beaucoup d'innovations. Et puis il y a une grande question, c'est comment on va faire le design de ces primes. Quel type de primes? On peut penser par exemple aux nouvelles primes en Flandre, on a les primes de 5 000 € sur les voitures électriques. La question c'est qu'en fait c'est 5 000 € avec un maximum d'une voiture de 40 000, mais c'est pour tout le monde et c'est pas le même montant. Et le montant varie en fait peu. Et donc comme si c'est un montant fixe, alors du coup qu'est-ce qui se passe? Les publics qui n'ont pas les moyens ne peuvent pas les acheter. On a tendance à dire que c'est ce qu'on entend, que cette prime c'est une aide cachée à l'industrie chinoise qui a des voitures de haut de gamme électriques, mais qui sont nettement plus accessibles que les voitures qu'on trouve en Europe. Oui, en effet, on voit aujourd'hui que les Chinois ont pris une longueur d'avance sur ceci. Ce ne sont pas les seuls, évidemment, mais c'est surtout aussi une prime au public assez aisé. Qu'on voit, c'est pas la première fois. On voit, si on prend un peu de hauteur et on voit la question des panneaux solaires, au début aussi, on s'est rendu compte qu'en fait, ces primes ont été surtout à des publics aisés qui sont capables de se permettre d'acheter ça en fait. Pour l'accessibilité des bornes électriques, c'est aussi un petit peu la même question. C'est plus accessible pour les gens qui sont plus aisés évidemment, et ça l'est nettement moins pour les gens qui le sont moins. Oui, quand on a un garage, c'est pas n'importe qui a un garage aujourd'hui à Bruxelles, donc il y a cette discrimination là, d'où le rôle aussi d'avoir des bornes électriques publiques. Ouais. Donc ça c'est un enjeu qui est gigantesque. Avec des automobilistes qui ont aussi parfois la possibilité de recharger leur voiture dans leur employeur, là où ils bénéficient de la voiture de société. Évidemment, donc c'est un vrai réseau qui doit être mis en place. C'est pas la première fois qu'on a une transition comme celle-ci. Ce qui est intéressant, c'est quand on voit l'objectif finalement de cette voiture électrique, c'est une question de santé. Quand on voit le nombre de morts en Europe, on a des équivalents presque de 3 fois la ville de Namur qui meurt chaque année à cause des problèmes de pollution. Donc c'est gigantesque. C'est une question environnementale avec des analyses de cycle de vie qui montrent qu'en fait c'est 75% moins polluant qu'une voiture. Et là on a une transition qui fonctionne, une vraie transition qui fonctionne avec un changement aujourd'hui où en fait une majorité des nouvelles immatriculations sont des voitures électriques ou hybrides. Donc il y a quelque chose qui avance. C'est un bel exemple pour ça en tout cas. Quel est le risque sociétal si cette transition n'est pas juste? C'est qu'elle ne fonctionne pas. En fait, c'est ça tout l'enjeu de la transition juste, c'est que pour être acceptable, il faut qu'elle soit juste, sinon
globalement, il n'y aura pas une suite, il n'y aura pas un accord sociétal derrière celle-ci. Et donc, du coup, on n'y arrivera pas. Et les mesures qui montrent, en fait, ou qui nous indiquent finalement le chemin pour sortir des voitures thermiques ne vont pas être acceptées. C'est à faire d'ici 2035. On sait que c'est à ce moment-là que c'est la fin programmée des voitures neuves thermiques. Oui. Oui, pour l'instant c'est là où on en est. On sait très bien qu'en politique. Ça peut changer, ça c'est inflexible. On sait très bien qu'en politique, tant qu'on n'y est pas aussi, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un cap. Je pense que ce qui est important dans des grandes transitions comme celle-ci, c'est d'indiquer clairement le cap et de savoir finalement comment on peut y arriver. Oui. Je m'adresse à l'économiste que vous êtes. Est-ce que c'est mettre toutes ces billes dans le même panier, c'est-à-dire le panier de l'électrique, et oublier que le thermique peut être aussi très intéressant à certains égards? Oui, à nouveau, il y a un vrai enjeu sociétal par rapport à la question de la santé. Pour un Bruxellois, il y a des chiffres qui disent qu'on est pratiquement autour de 2500 € par an par Bruxellois, que ça coûte finalement ces questions de santé liées à la pollution de l'air. Donc il faut prendre ça aussi en compte, mais c'est sûr que c'est un enjeu important. Où en est l'économie européenne par rapport à ça? On sait que les économies américaines et les économies chinoises sont très agressives en quelque sorte. Ouais. L'Europe a une épingle à tirer de son jeu? Oui, il y a un retard aussi. Alors, on voit qu'il y a des grosses subventions aux États-Unis, la Chine, mais 50% des voitures électriques sont aussi vendues en Chine. Et donc, c'est pas simplement la production, c'est aussi la vente de celles-ci. Ça peut être rattrapé aussi. Après, ça peut être rattrapé, c'est pas un retard qui va s'élargir? Bon, je pense qu'il y a eu quelques erreurs aussi industrielles aussi. Je pense que des grandes entreprises ont fait des erreurs aussi, sans doute pas assez vite senties. Maintenant, il y a quand même une grande politique européenne. On pense au recyclage des batteries aussi. L'Europe donne quand même l'accélérateur sur tout ça aujourd'hui. On voit que les pays nordiques dans le nord de l'Europe, il y a aussi ils ont aussi un rôle de tirer peut-être le reste de l'Europe, qu'on peut être en Belgique, en France ou les pays limitrophes. Ouais. Clairement, dans les pays du nord de l'Europe. Comment ça se fait que les pays du nord, comme ça, ont ce dynamisme? Alors, à nouveau, si on prend un peu de distance, c'est pas uniquement sur les voitures électriques. On voit que, par exemple, sur la question de l'énergie renouvelable aussi, il y a les pays d'Europe du Nord qui sont largement plus liés aux énergies renouvelables que d'autres. Donc, il y a en fait une politique beaucoup plus large de durabilité. Voilà pour l'enjeu social, l'enjeu sociétal. Merci Marek Hudon. L'importance d'intégrer tout le monde à cette transition. Les constructeurs ont aussi une responsabilité à ce niveau-là. À quoi ressemblera l'avenir pour les constructeurs d'un point de vue économique notamment? On en parle dans les prochaines secondes. Le monde de l'automobile est en pleine restructuration, en pleine transition, en pleine révolution, j'ai même envie de dire. On en parle avec Fanny de Lenair. Bonjour, vous êtes attachée presse de BMW. Comment est-ce qu'on peut faire pour rendre les voitures électriques plus accessibles en 2024? Bonsoir Thomas. Très bonne question. Comment rendre les véhicules électriques plus accessibles en 2024? Alors, nous sommes un constructeur premium. Qui dit constructeur premium dit bien évidemment prix premium. Bon, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de tabou. Maintenant, l'incitation financière, l'incitation fiscale, comme c'est le cas ici en Flandre avec la prime aux véhicules électriques, peut effectivement s'avérer intéressante pour encourager un utilisateur privé à switcher à un véhicule électrique. Et Fanny, de manière générale, qu'est-ce qui explique que des voitures électriques peuvent être aussi chères, qu'il y ait une telle différence de prix avec les voitures thermiques? Ce sont des véhicules plutôt innovants en termes de technologie. Voilà, ce sont des véhicules qui sont équipés aussi de caméras, de radars. La production de la batterie a également un certain coût. Donc tout ça effectivement peut augmenter le coût d'un véhicule électrique. Et alors, on sait que ce sont des voitures qui sont avec de nombreuses technologies, est-ce que c'est des voitures qui sont plus difficiles à réparer aussi? On sait que certaines voitures sont très mécaniques, les voitures thermiques qu'on a l'habitude de voir. On a l'impression que les voitures électriques sont beaucoup plus difficiles à réparer. C'est le cas ou pas? Alors, le véhicule électrique, ce n'est pas le cas. Le véhicule électrique est, en termes de composition technique, un véhicule plus simple, voilà, en termes de sa composition. Ce qui fait que ça peut s'avérer intéressant en termes de l'usure de certaines pièces. Ce qui nécessite, par exemple, des éventuels entretiens moins réguliers. Maintenant, c'est vrai qu'à côté de ça, ce sont des véhicules qui sont équipés de certaines technologies numériques qui effectivement nécessitent des personnes qualifiées pour ce genre, par exemple, de réparation. On parlait de l'enjeu écologique. En 2024, les gens rechargent leur voiture, ils ne mettent plus d'essence dedans. Ça veut dire que l'impact, l'empreinte écologique, elle n'est plus sur les particuliers, mais plutôt sur les constructeurs. Comment la restreindre, cette empreinte écologique, quand
on est un constructeur comme BMW, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'elle soit moins importante ? Alors, en tant que constructeur premium, il est évident que la responsabilité environnementale est actuellement une de nos principales préoccupations. Alors, à l'échelle de BMW, il est vrai qu'on n'a pas attendu d'investir dans la mobilité verte, puisque dès 1973, on créait le premier département dédié à la durabilité. Et il y a 10 ans, on était le précurseur avec le lancement de la première voiture électrique, la BMW i3, tu t'en souviens peut-être, également composée de matériaux déjà recyclés et entièrement recyclables. Au regard de cette responsabilité donc environnementale, en tant que constructeur automobile, cela nécessite de repenser nos ambitions. Alors nous, par exemple, chez BMW, on a adhéré à l'accord de Paris qui nous incombe une neutralité carbone d'ici 2050 avec un objectif intermédiaire en 2030, qui est demain, de réduire les émissions de CO2 de 40% pour tous les véhicules BMW, mais sur l'ensemble du cycle de vie de ce véhicule-là. Ce sont des objectifs ambitieux qu'on entend bien d'atteindre. Pour cela, au regard de cette responsabilité que nous avons en tant que constructeurs, il faut repenser la durabilité, mais de manière circulaire. Et donc ça, Thomas, ça signifie du sourcing absolument des matières premières, au recyclage des matériaux, de la réutilisation des matériaux, jusqu'à, et c'est très important de le préciser, l'ensemble de nos fournisseurs et de nos partenaires. Donc il s'agit de tout l'écosystème, pas seulement de proposer un véhicule électrique qui n'émet pas d'émissions de CO2, non, c'est toute la boucle qui doit être bouclée. Et ça, il en va de notre responsabilité. On sait que les grandes marques américaines ou chinoises, par exemple, se développent sur l'horizontal et le vertical. Par exemple, BYD, pour ne pas la citer, qui est une marque chinoise, qui se développe dans la ressource et le minerai, par exemple, pour ses batteries. On sait qu'il y a des marques de distributeurs belges, on ne va pas la citer, mais qui se développent de manière très verticale, en rachetant des sociétés de taxi, par exemple, en se développant sur le leasing, en se développant aussi sur le vélo. Comment est-ce qu'on maintient cette particularité quand on a un constructeur comme BMW? Comment on s'inscrit dans ce marché qui est très changeant? Alors, à nouveau, en tant que constructeur premium et leader du marché en Belgique, effectivement, il est de notre devoir de participer à la promotion de l'électromobilité, mais pour ça, ça nécessite un écosystème attrayant. On est impliqué effectivement dans le développement d'infrastructures publiques pour l'immobilité, mais l'acceptation de cette électromobilité nécessite un certain nombre de projets qui vise à rendre cette infrastructure efficace, transparente et à son utilisation bien sûr attrayante. Donc nous, on se démarque avec par exemple l'offre publique de recharge BMW et Mini Charging avec des points d'accès aux bornes publiques en Europe. Des points d'accès. Voilà, près de 680 000 bornes en Europe, ce qui est énorme. Et autre point très intéressant ici à soulever, c'est que par exemple au niveau local, nous on agit beaucoup en Belgique et au Luxembourg, localement. On a lancé par exemple un service numérique, le BMW e-Drive Zone, qui par exemple permet aux véhicules hybrides rechargeables de switcher en conduite 100% électrique, mais automatiquement à l'approche d'une ville à basse émission, comme par exemple maintenant on serait dans un de ces véhicules, le véhicule switcherait en conduite 100% électrique. Un exemple. On est BX1, on parle de Bruxelles, des villes. Est-ce que les voitures personnelles, qu'elles soient électriques ou pas, ont encore une place dans le centre-ville? Alors, ça c'est à titre plus personnel, oui, je pense moi que la voiture est un indispensable, reste essentiel, même pour les utilisateurs privés. Maintenant, effectivement, on va tendre certainement vers une évolution, Thomas, du style à un véhicule par famille et à côté des motos électriques, des scooters, des e-parcoureurs électriques. Des moyens de transport alternatifs. Voilà, des moyens de transport alternatifs. Commun, comme le tram. Exactement, par exemple. Maintenant, effectivement, ça c'est une question de transport, mais rentre effectivement dans la question, la question de la ville, la question de l'espace urbain, qui est une question effectivement plus politique ici. Mais ça n'empêche pas des constructeurs automobiles comme BMW d'y être actifs. On y est depuis une trentaine d'années, on collabore avec des universités, des associations, des villes, c'est pas le cas de Bruxelles, sur des solutions de l'espace urbain et sur des laboratoires d'essais urbains pour l'innovation. Merci Fanny. On se revoit dans 10 ans pour en parler, pour voir un petit peu où le monde de l'automobile sera. Cap. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment la semaine prochaine. Même heure, même tram. Belle soirée.